Il y a une phrase que personne ne veut entendre, alors je vais la dire tout de suite, le silence n'est jamais vide. Jamais. Ce que vous prenez pour de l'indifférence, pour de la froideur, pour de la distance, c'est en réalité le bruit le plus assourdissant qui existe. Un bruit que la personne en face de vous a appris, depuis l'enfance, à ne plus laisser sortir. Et voici la vérité brutale, quand quelqu'un se tait au lieu de parler, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire, c'est parce qu'il a trop à dire et qu'une part de lui, invisible même à ses propres yeux, a décidé depuis longtemps que parler était dangereux. Respirez un instant. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, ou pensez à vous-même, cette personne qui se ferme d'un coup au milieu d'une conversation, qui répond ça va alors que rien ne va, qui préfère quitter la pièce plutôt que d'exploser, ou pire, plutôt que de se dévoiler. Vous avez toujours cru que c'était un choix. Et ici commence l'inconfort. Ce n'est pas un choix, c'est un réflexe. Un mécanisme si ancien qu'il ne passe même plus par la conscience. Mais voici la vérité qui dérange encore davantage. Ce silence n'a presque jamais été appris auprès d'étrangers. Il a été construit dans les toutes premières relations, celles où l'enfant, encore incapable de se défendre avec des mots, découvre une leçon fondamentale, parler peut coûter cher. Et là, ça devient dangereux, parce que cette leçon, une fois inscrite, ne se contente pas de rester dans le passé. Elle migre. Elle s'installe dans chaque relation future, adulte, amoureuse, professionnelle. Le corps a 8 ans, 10 ans, 15 ans de plus. Mais une partie de l'esprit, elle, n'a pas bougé d'un millimètre. Elle est restée figée au moment exact où parler fait mal. Freud parlait de répression. Seul mécanisme par lequel l'esprit pousse hors de la conscience ce qui est pro-menaçant à regarder en face. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que la répression ne détruit rien, elle dépasse. Elle enterre. Et ce qui est enterré ne meurt jamais vraiment. Il attend, sous la surface, très à ressurgir sous une autre forme. Un silence glacial, une phrase coupée en plein milieu, un regard qui se détourne au moment précis où la vérité allait sortir. La plupart des gens ne voient pas ceci. Le silence n'est pas l'absence de conflit. C'est un conflit qui a perdu la bataille contre la peur et qui s'est retiré dans l'ombre pour survivre. Alors posons la vraie question, celle que personne n'ose poser directement. De quoi cette personne a-t-elle si peur exactement pour préférer se taire plutôt que de risquer un mot? Voici une hypothèse qui va vous mettre mal à l'aise. C'est pas la dispute qu'elle redoute. C'est même pas le rejet, du moins pas directement. Ce qu'elle redoute, au fond du fond, c'est de découvrir que exprimer ce qu'elle ressent vraiment ne changera rien. Que même en parlant, elle restera seule. Et cette peur-là est tellement insupportable que l'esprit préfère l'échec silencieux, se taire et ne jamais savoir, plutôt que l'échec confirmé, parler et être ignoré. Comprenez bien ce que cela signifie. Le silence n'est pas un manque de courage. C'est une stratégie de survie émotionnelle, forgée dans un passé où parler n'a jamais suffi à obtenir ce dont l'enfant avait désespérément besoin. Être vu, être entendu, être pris au sérieux. Et voici où ça devient encore plus troublant. Cette même personne qui se tait aujourd'hui devant vous, dans cette relation, dans ce moment précis où vous attendez désespérément un mot, cette personne, enfant, a probablement essayé. Elle a probablement parlé, elle a probablement pleuré, demandé, réclamé une attention, une réponse, une réparation, et quelque part, à un moment précis, dont elle ne se souvient peut-être même plus consciemment, on lui a répondu par l'indifférence, ou par la colère, ou par le silence d'un adulte qui lui aussi avait appris à se taire. Voilà le cycle. Voilà la vérité que la plupart des gens n'ont jamais eu le courage de regarder en face. Le silence se transmet. Il ne naît pas de nulle part. Il est hérité comme une dette psychologique que personne n'a choisi de payer, mais que tout le monde finit par rembourser à sa manière dans ses propres relations. Mais voici ce qui est encore plus dérangeant. Cette personne silencieuse n'est pas simplement une victime passive de son passé. Une part d'elle, une part cachée, ressoulée, à peine consciente, tire à bénéfice secret de ce silence. Le silence protège. Le silence contrôle. Le silence, aussi douloureux soit-il, donne l'illusion d'un pouvoir
celui de ne jamais être totalement exposé, jamais totalement vulnérable, jamais totalement à la merci du jugement d'un autre. Et c'est précisément là que le piège se referme. Parce que ce même silence qui protège, isole, cette même stratégie qui évite la douleur immédiate, fabrique une douleur plus lente, plus profonde, plus corrosive, celle de ne jamais être réellement connu par ceux qu'on aime. Et voici quelque chose que presque personne n'ose formuler à voix haute. Ce silence protecteur agit exactement comme une cicatrice. Une cicatrice ne fait plus mal au toucher léger. Et appuyez dessus, franchement, au bon endroit. Et la douleur originelle remonte intacte, comme si le temps n'avait strictement rien effacé. C'est exactement ce qui se produit lorsque quelqu'un vous demande, avec insistance, de juste parler. Vous n'appuyez pas sur une réticence. Vous appuyez sur une plaie vieille de 20, 30, 40 ans. Et c'est ici que la plupart des relations échouent sans même comprendre pourquoi. Parce que celui qui attend une parole interprète le silence comme un choix froid, calculé, presque hostile, alors que celui qui se tait est, à cet instant précis, en train de livrer une bataille interne d'une violence que l'autre ne soupçonne même pas. Deux réalités totalement différentes, vécues dans la même pièce, au même moment, sans qu'aucun mot ne vienne jamais les réconcilier. Voici un fait troublant que la psychologie clinique observe sans cesse. Plus on presse quelqu'un de parler, plus son silence se renforce. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est un réflexe de défense pur, comparable à celui d'un organisme qui se referme instantanément au contact d'une menace. Le cerveau émotionnel ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger symbolique. Pour lui, être exposé équivaut à être en danger, point final, et face au danger, il n'existe que deux réponses possibles, fuir ou se figer. Le silence est précisément cela. Une immobilité stratégique, un gel psychique destiné à traverser la tempête sans y laisser sa peau. Et voici ce qui rend cette situation presque tragique. Cette même stratégie qui protégeait l'enfant vulnérable, sans défense, incapable d'échapper physiquement à la source de sa douleur, devient chez l'adulte un piège. Parce que l'adulte, lui, pourrait parler, il en a la capacité, le vocabulaire, la maturité. Mais le pauvre, lui, n'a pas mis à jour ses réflexes. Il continue de réagir comme si la survie même en dépendait. Alors regardez autour de vous. Regardez cette personne qui se tait. Regardez-vous peut-être dans ce miroir que ce script est en train de tendre sans prévenir. Et posez-vous cette question sans fuir la réponse. Qu'est-ce que je protège exactement en ne disant rien? Parce qu'au fond, c'est jamais l'autre qu'on protège en se taisant. C'est soi-même. Et c'est précisément ce constat qui va nous entraîner, à 13 ans, vers un territoire encore plus inconfortable, celui des peurs que l'esprit préfère garder cachées, même à lui-même. Il y a une question que presque personne ne pose à voix haute, et pourtant elle est là, tapie sous chaque silence. Et si ce taire n'était pas seulement une défense, mais aussi un aveu que la personne elle-même refuse de formuler consciemment. Parce que, si elle admettait ce qu'elle ressent vraiment, elle devrait affronter une vérité bien plus terrifiante que le conflit lui-même, celle de sa propre vulnérabilité. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le silence n'est pas seulement dirigé vers l'extérieur, il est d'abord dirigé vers l'intérieur. La personne qui ne vous parle pas ne se cache pas seulement de vous, elle se cache d'elle-même. Elle évite de sentir ce qu'elle ressentirait si elle mettait des mots sur sa douleur. Parce que nommer une émotion, c'est la rendre réelle. Et certaines émotions sont si anciennes, si profondément enfouies, qu'elles semblent capables de tout emporter si on ose seulement les regarder en face. Et voici où ça devient dangereux. Ce mécanisme, Freud l'avait déjà repéré il y a plus d'un siècle. Ce qui est refoulé ne disparaît jamais. Il se transforme. Il ressort ailleurs, autrement, souvent sous une forme méconnaissable. Un silence qui dure des heures. Une froideur soudaine, sans raison apparente. Une irritabilité qui explose pour un détail insignifiant. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des symptômes. Les symptômes visibles d'une guerre invisible qui se joue, nuit et jour, sous la surface. Et voici l'aspect le plus troublant de tout cela. La personne qui se replie dans le silence croit sincèrement, la plupart du temps, qu'elle n'a rien à dire. Elle n'a pas conscience du conflit intérieur qui la traverse. C'est pas du mensonge, c'est pas de la manipulation, c'est de l'inconscience
au sens le plus littéral du terme. Une partie entière de son psychisme fonctionne hors de son champ de conscience et pilote son comportement sans qu'elle en ait la moindre idée. Et c'est précisément ce point qui devrait vous glacer, parce que cela signifie que vous ne pouvez pas simplement demander à cette personne de parler. Vous ne pouvez pas la raisonner pour qu'elle s'ouvre, parce que la partie d'elle qui décide de se taire n'écoute pas la raison. Elle écoute la peur. Et la peur, elle, ne négocie jamais avec les mots, seulement avec le temps, la sécurité et une preuve répétée que parler ne détruit rien. Mais voici une couche encore plus profonde, celle que presque personne n'ose explorer. Et si quelque part, cette personne silencieuse redoutait non pas votre rejet, mais votre compassion, cela semble absurde. Et pourtant, pour un enfant qui a appris très tôt que ses émotions dérangeaient, que ses larmes fatiguaient, que ses besoins étaient trop, recevoir enfin de la tendresse peut devenir paradoxalement insupportable. Parce que la tendresse ouvre une porte que cette personne a verrouillée depuis si longtemps qu'elle ne sait même plus ce qu'il y a derrière, et l'inconnu même lorsqu'il porte le visage de l'amour. Reste terrifiant pour un esprit habitué à la prévisibilité glaciale du silence. C'est ici que le conflit intérieur atteint son point le plus déchirant. Une part d'elle veut désespérément être touchée, comprise, tenue. Et une autre part, plus ancienne, plus armée, considère chaque tentative de rapprochement comme une menace à neutraliser immédiatement. Ces deux forces se battent en silence, littéralement, chaque fois que vous tendez la main, et vous, de l'autre côté, vous ne voyez que le résultat de cette bataille invisible, un mur, une porte fermée, un « laisse-moi tranquille » qui sonne comme un rejet, alors qu'il s'agit, en réalité, d'une tentative désespérée de survivre à une intensité émotionnelle devenue insupportable. La plupart des gens ne voient pas ceci non plus. Plus une relation devient importante, plus le silence risque de s'épaissir. C'est pas un hasard. C'est une logique psychologique implacable. Plus l'enjeu émotionnel augmente, plus la menace, perçue par cette part archaïque du psychisme, augmente elle aussi. Autrement dit, ce n'est pas dans les relations superficielles que le silence frappe le plus fort. C'est précisément dans celles qui comptent le plus, celles où la perte serait réellement insupportable. Alors voici la question qui devrait vous hanter un instant. Et si le silence que vous recevez n'était pas la preuve d'un désintérêt, mais, au contraire, la preuve indirecte, déformée, presque méconnaissable, d'un attachement si intense qu'il terrifie les personnes qui le ressentent, c'est qu'il les dérange, parce qu'elle inverse tout ce qu'on croyait savoir. On nous a appris à lire le silence comme une absence. Et si, en réalité, il fallait apprendre à le lire comme un excès d'émotion tellement débordant que le seul moyen de le contenir est de ne rien laisser sortir du tout. Il y a encore une chose que presque personne n'ose regarder en face. Ce silence protecteur possède une fonction que Freud aurait immédiatement reconnue, celle du refoulement au service du moi. L'esprit, confronté à un désir ou une émotion jugée inacceptable, ne se contente pas de l'attacher aux autres. Il la cache d'abord à lui-même pour préserver une image cohérente, tolérable de qui il pense être. Une personne silencieuse n'a donc pas seulement peur de votre réaction, elle a peur de ce que sa propre vérité révélerait sur elle-même. Une fragilité qu'elle refuse d'admettre, un besoin qu'elle juge honteux, une colère qu'elle considère comme inacceptable venant d'elle. Et voici ce qui rend ce mécanisme presque vertigineux. Plus une émotion est refoulée avec force, plus elle exerce, en retour, une pression psychique intense. C'est un peu comme maintenir une porte fermée contre un courant qui pousse de l'autre côté, avec une force croissante. Un jour ou l'autre, quelque chose cède. Rarement sous forme de mots clairs et posés. Bien plus souvent sous forme d'explosions disproportionnées, de larmes incompréhensibles, ou au contraire, d'un repli encore plus total, encore plus définitif. La plupart des gens confondent alors calme et paix intérieure. Mais un silence habité par un refoulement massif n'a rien de paisible. C'est une paix de façade, maintenue au prix d'un effort psychique colossal, invisible, permanent, un peu comme nager sous l'eau en retenant sa respiration tout en donnant l'impression en surface de flotter tranquillement. Et voici la question qui devrait vous perturber davantage encore. Et si cette personne silencieuse ne savait littéralement pas comment nommer ce qu'elle ressent? Parce que nommer une émotion suppose de l'avoir déjà vue nommée avant par quelqu'un d'autre. Un enfant à qui personne n'a jamais dit « je vois que tu es triste, je comprends que tu sois en colère »,
grandit sans le vocabulaire intérieur nécessaire pour transformer une sensation confuse en une phrase claire. Le silence, dans ce cas, n'est pas un refus de parler. C'est une incapacité, presque physiologique, à traduire le chaos intérieur en mots compréhensibles. Mais attention, ne tombons pas dans l'excuse facile. Comprendre l'origine d'un mécanisme ne signifie pas l'absoudre de ses conséquences. Et les conséquences, elles, sont bien réelles sur celui qui se tait et sur celui qui en face attend, année après année, une parole qui ne vient jamais, parce qu'il y a un prix à payer. Un prix terrible. Et ce prix commence à se révéler dès l'instant où l'on comprend ce que le silence fait, lentement, inexorablement. À celui qui le pratique et à celui qui le subit, voici une vérité que peu de gens ont le courage d'admettre. Le silence ne protège jamais indéfiniment. Il use, il érode, lentement, sûrement, il transforme une stratégie de survie en une prison, et le pire, c'est que la personne qui s'y trouve enfermée à elle-même construit les murs, brique après brique, sans jamais s'en rendre compte. Réfléchissez à ceci un instant. Chaque fois qu'une émotion est repoussée au lieu d'être exprimée, elle ne disparaît pas. Elle s'accumule. Elle s'entasse quelque part dans une zone du psychisme que la conscience refuse de visiter. Et cette accumulation a un coût physiologique, mesurable, réel, tension corporelle chronique, trouble du sommeil, fatigue inexplicable, irritabilité latente. Le corps, lui, ne ment jamais. Il porte ce que l'esprit refuse de nommer. Mais voici où ça devient encore plus glaçant. Ce fardeau silencieux ne reste pas confiné à la personne qui le porte. Il se propage. Il contamine chaque interaction, chaque geste, chaque silence supplémentaire. La distance émotionnelle appelle la distance émotionnelle. Et sans que personne ne les vienne les cibler, deux êtres qui sincèrement se retrouvent à vivre côte à côte comme deux étrangers colisses, échangeant des banalités pour éviter le seul sujet qui ponte vraiment ce qu'il ne se dit pas. La plupart des gens ne voient pas ceci, le silence n'endort pas le conflit, il le fige. Et un conflit figé continue de produire des dégâts, exactement comme une plaie non soignée continue de s'infecter même lorsqu'on cesse d'y prêter attention. Et voici la partie la plus douloureuse à entendre. La personne qui se replie dans le silence finit, souvent par se convaincre elle-même que c'est la seule option raisonnable. Elle rationalise. Elle se dit « à quoi bon parler, rien ne changera ». Et cette phrase n'est pas une observation objective de la réalité, c'est la voix d'une blessure ancienne, déguisée en sagesse. C'est la peur d'enfant, aiguillée en logique d'adulte. Et ici, le mécanisme freudien prend toute sa dimension tragique, la mépression, censée protéger l'individu d'une souffrance intolérable, finit par produire une souffrance plus grande encore. La solitude, au sein même de la relation. Être physiquement présent auprès de quelqu'un, tout en étant psychiquement absent, verrouillé, inaccessible, voilà l'une des formes de douleur les plus sournoises qui existent, précisément parce qu'elle ne porte pas de nom facile, précisément parce qu'elle ne ressemble à aucune blessure visible. Mais poussons encore plus loin, là où ça fait vraiment mal, cette personne silencieuse au fond d'elle, c'est une part d'elle sait exactement ce qu'elle fait subir à l'autre. Elle voit la déception dans le regard de celui ou celle qui attend. Elle sent la distance grandir. Et pourtant, elle ne peut pas s'arrêter. Lorsque l'alternative, ouvrir la porte, dire ce qui doit être dit, risquer d'être vu dans toute sa vulnérabilité, reste dans son architecture psychique la plus profonde, plus terrifiante que la perte elle-même. C'est un paradoxe presque insoutenable. Préférer perdre lentement, en silence, plutôt que risquer de perdre brutalement, en parlant, parce que dans le premier scénario, une illusion de contrôle subsiste. Dans le second, elle s'effondre totalement. Et voici ce qui devrait vous secouer profondément. Ce mécanisme ne concerne pas uniquement les autres, les personnes distantes, les partenaires silencieux que vous essayez de comprendre depuis le début de cette vidéo. Ce mécanisme vit peut-être en vous. Posez-vous honnêtement la question, combien de fois avez-vous choisi le silence plutôt que la vérité, non pas parce que vous n'aviez rien à dire, mais parce que dire la vérité vous exposait à quelque chose de plus terrifiant que le malentendu lui-même. Combien de fois avez-vous préféré ravaler une phrase, avaler une colère, étouffer un besoin, simplement pour éviter de découvrir que l'autre, peut-être,
ne réagirait pas comme vous l'espériez. C'est ici que la psychologie rejoint quelque chose de presque insupportable à admettre. Le silence, dans bien des cas, n'est pas dirigé contre l'autre. Il est dirigé contre soi-même. C'est une façon de ne jamais avoir à confronter le fantasme le plus douloureux de tous, celui de ne pas être suffisamment aimé, même en étant pleinement vu. Et cette peur-là, cette peur fondatrice, ne met jamais dans l'instant présent. Elle a une origine, elle a une date, un moment précis, souvent enfoui, si loin dans la mémoire qu'il semble avoir disparu, où l'enfant que vous étiez a compris, pour la première fois, qu'exister pleinement, bruyamment, authentiquement, comportait un risque. Le risque d'être trop sensible, trop exigeant, trop réel. Et cette leçon-là, une fois apprise, ne s'efface jamais complètement. Elle se love quelque part, silencieuse, patiente, prête à ressurgir chaque fois qu'un lien devient suffisamment intime pour raviver l'ancienne terreur. Voici un autre mécanisme, plus insidieux encore, que très peu de gens identifient. Le silence, à force d'être pratiqué, finit par devenir une identité. Ce n'est plus seulement je me tais dans cette situation précise. C'est je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un qui ne se plaint pas, je suis fort, je gère seul. L'esprit transforme une stratégie de survie en trait de caractère, en fierté même, pour ne jamais avoir à admettre qu'il s'agit, à l'origine, d'une terreur non résolue. Et c'est précisément cette transformation qui rend le silence si difficile à déloger. On ne combat pas facilement quelque chose que l'on a fini par appeler soi-même. Et voici où la douleur devient presque insupportable à observer de l'extérieur. Cette identité forgée dans le silence finit par attirer, presque mécaniquement, des relations qui confirment son bien fondé. Une personne habituée à se taire choisit souvent, sans le savoir, des partenaires qui ne creusent jamais trop, qui n'insistent jamais vraiment, qui finissent eux-mêmes par abandonner la tentative de comprendre. Et chaque abandon supplémentaire vient renforcer un peu plus la conviction originelle, voyez, ça ne sert à rien de parler. La prophétie se réalise elle-même, année après année, relation après relation. Il existe pourtant un signal, discret mais constant, que le corps envoie sans relâche pendant que l'esprit maintient son silence, la fatigue. Cette fatigue étrange, sa cause médicale apparente, qui pèse sur les épaules de ceux qui retiennent leurs mots depuis trop longtemps. Lorsque taire une vérité, jour après jour, exige une énergie considérable, bien plus que celle qu'aurait exigé sa simple expression. Le silence n'économise rien. Il emprunte à taux d'intérêt exorbitant, à une réserve psychique qui finit toujours, un jour, par se retrouver à découvert. Alors regardez une dernière fois avant que tout ne bascule, le silence que vous observez chez l'autre, ou que vous reconnaissez peut-être en vous-même à cet instant précis, n'est-il pas, au fond, la trace la plus fidèle, la plus fragile, la plus bouleversante d'un amour, qui n'a jamais su comment se dire sans avoir peur de se briser? Il est temps de dire ce que personne ne veut vraiment entendre. Le silence n'a jamais été une absence d'amour. C'est presque toujours l'inverse, une présence d'amour si intense, si mal digérée, si dangereusement liée à une ancienne douleur, qu'elle ne trouve d'autre issue que de se murer vivante. Et voici le moment de vérité, celui que tout ce chemin psychologique préparait depuis le début. La personne silencieuse ne cherche pas à vous punir. Elle cherche à survivre à une intensité qu'elle n'a jamais appris à contenir autrement. Le silence, aussi destructeur soit-il, reste, dans son esprit archaïque, la seule armure tenue contre une douleur qui, un jour, dans une autre vie, dans un autre corps plus jeune et plus fragile, a bel et bien failli l'anéantir. Et voici où l'illusion s'effondre définitivement. Cette armure censée protéger est en réalité en train de détruire, lentement, exactement ce qu'elle prétend défendre, la relation elle-même. Chaque silence supplémentaire n'éloigne pas le danger, il éloigne l'amour. Chaque mot avalé ne préserve pas la paix. Il nourrit un abîme qui, un jour, devient trop large pour être traversé. Et voici le paradoxe final, celui qui résume, à lui seul, toute la tragédie du silence défensif. Plus il dure, plus il confirme, dans l'esprit de celui qui le pratique, qu'il avait raison de se taire. Lorsque le silence finit par produire exactement ce qu'il redoutait, la distance, le désamour, l'abandon progressif. Et cette confirmation, aussi douloureuse soit-elle, devient une preuve rassurante pour l'inconscient. Tu vois, j'avais raison de me protéger.
C'est une boucle fermée, auto-alimentée, qui ne s'arrête jamais d'elle-même. Elle a besoin d'une intervention consciente, volontaire, répétée pour être brisée de l'extérieur, ou plutôt de l'intérieur, mais avec une lucidité que le pilote automatique de la peur ne possède pas. Et c'est là que se trouve la collision la plus douloureuse entre deux vérités. La personne silencieuse a besoin, plus que quiconque, d'être rejointe avec douceur, sans forcer la porte, sans exiger d'ouverture immédiate. Et pourtant, cette même douceur, si elle n'est jamais accompagnée d'un pas conscient vers la parole, laissera la relation mourir à petit feu, dans un silence poli, presque civilisé, terriblement vide. Alors voici la question ultime, celle qui ne peut plus être esquivée. Est-il possible de sortir de ce cycle? Est-il possible pour quelqu'un, après des années, parfois des décennies de silence appris, de réapprendre à parler sans se sentir en danger de mort psychique? La réponse est oui. Mais elle exige quelque chose que presque personne n'est prêt à entendre. Cela ne se fait pas en un instant, et cela ne se fait jamais par la pression, la colère ou l'exigence. Forcer quelqu'un à parler ne fait que confirmer au niveau le plus profond de son inconscient que parler est effectivement dangereux, puisque cela provoque, une fois de plus, une réaction de rejet ou de tension. Ce qui transforme réellement le silence, c'est l'expérience répétée, patiente, presque obstinée, qu'un mot risqué ne détruit pas le lien. Que dire « j'ai peur, je suis triste, j'ai besoin de toi » ne provoque pas l'abandon redouté depuis l'enfance, mais au contraire, un rapprochement. C'est cette preuve accumulée mot après mot, silence après silence, transformée en parole, qui finit lentement par réécrire une croyance vieille de plusieurs décennies. Et voici un détail crucial que la plupart des gens ignorent totalement. Ce travail de reconstruction ne commence presque jamais par une grande déclaration. Il commence par des micro-vérités, une phrase courte, presque banale en apparence, je n'ai pas envie d'en parler maintenant, mais je vais y réfléchir. C'est pas encore l'ouverture totale, mais c'est déjà en soi une révolution silencieuse, parce que c'est la première fois que la personne nomme son silence au lieu de simplement l'habiter. Et nommer en psychologie, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle sur ce qui jusque-là contrôlait coup depuis l'ombre. Freud disait que là où était le ça, le moi doit advenir. Autrement dit, là où régnait l'automatisme, l'aveugle de la peur, la conscience doit progressivement s'installer. Non pas pour éliminer la peur, elle ne s'élimine jamais totalement, mais pour lui retirer le pouvoir absolu qu'elle exerçait sur chaque décision, chaque silence, chaque mot avalé, avant même d'avoir été formé. Et voici l'ultime vérité, la plus inconfortable de toutes, celle qui doit clore ce parcours. Personne ne peut faire ce travail à la place de l'autre. On peut tendre la main. On peut créer un espace de sécurité. On peut, avec une patience presque héroïque, refuser de répondre au silence par le silence. Mais au bout du compte, c'est la personne elle-même qui doit choisir un jour de faire le pas le plus terrifiant qui soit, parler malgré la peur, malgré des années de conditionnement, malgré l'ancienne certitude que les mots ne servent à rien. Et vous, oui, vous qui regardez cette vidéo en ce moment précis, que vous soyez celui qui se tait ou celui qui attend en silence une parole qui ne vient jamais vous porter. Quelque part en vous, cette même question suspendue depuis l'enfance, est-ce que je serai entendu si j'ose enfin dire ce que je ressens vraiment? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, et ce n'est pas en continuant à se taire. Voici, peut-être, la révélation la plus difficile à recevoir de tout ce parcours. Le silence n'a jamais été un point final, il a toujours été une pause qui a duré tellement longtemps qu'elle a fini par ressembler à une fin définitive. Mais une pause, aussi longue soit-elle, reste réversible, que des années de répétition ont construit, des mois de tentatives sincères, patientes, imparfaites, peuvent commencer à défaire. Pas d'un coup, pas dans une seule conversation miraculeuse. Et phrase après phrase, risque après risque, comme on reconstruit un muscle atrophié, lentement, douloureusement, mais réellement. Et voici ce qu'il faut comprendre sur les rechutes, car il y en aura, reculer un jour vers le silence après avoir enfin réussi à parler, ne signifie pas que rien n'a changé. Cela signifie simplement que l'ancien réflexe, gravé si profondément, refait surface sous la pression. Ce n'est pas un échec, une preuve supplémentaire de la profondeur de la blessure originelle et une invitation, non pas à abandonner, mais à recommencer
avec un peu plus de patience envers soi-même. Il y a une dernière chose que ce strip se doit de dire, sans détour, sans adoucir la formulation, personne ne guérit du silence en attendant que la peur disparaisse d'abord. La peur ne disparaît jamais avant le premier mot. Elle disparaît un peu après, chaque fois. Il faut donc accepter d'agir avec elle encore présente, tremblante, hurlante parfois, et parler quand même. Non pas parce que la peur a tort, mais parce que ce qu'elle protège n'a plus besoin, aujourd'hui, d'être protégé de cette manière-là. Le silence a peut-être sauvé cet enfant où vous étiez, à une époque où parler était réellement dangereux, mais vous n'êtes plus cet enfant. Et la personne en face de vous, aujourd'hui, n'est peut-être pas celle qui, un jour, vous a appris à vous taire. Alors la question n'est plus de savoir pourquoi vous vous taisez. La question est de savoir combien de temps encore vous allez laisser un enfant terrifié, disparu depuis des années, continuer de décider, à votre place, ce que vous avez le droit de dire à ceux que vous aimez.